Mes chers conquérants de la vie en pleine forme, bonjour, donc c'est Carole de la télé bienveillante et aujourd'hui donc en pétillante compagnie, j'aime bien trouver l'adjectif et alors là ça pétille à côté de moi, bonjour Henriette. Salut Carole. Donc Henriette Ndaka qui est donc fondatrice des Rebelles Créatives, donc sur rebellescreativetv.com hein, si je me trompe pas. C'est rebellescreative.com. Rebellescreative.com, donc comme d'habitude les liens sont sous la vidéo pour les gens qui veulent te suivre. Tu as une chaîne YouTube également où tu accompagnes, donc tu le fais en coaching mais également sur YouTube où tu accompagnes les femmes à révéler leur plein potentiel. Exactement, ouais. Moi, j'y serais exprimer ce qu'elles sont vraiment, tout simplement. Et donc, c'est une communauté qui rassemble près de plus de 1300 personnes. Exactement, ouais. Et puis, c'est un peu partout dans le monde, des femmes dans 24 pays différents. Et c'est ce que j'adore, c'est le côté très international. International. Exactement, ouais, j'aime quand c'est international. Avec une énergie quand même de folie. Hein. Enfin, moi, je trouve que c'est ta marque de fabrique, un punch, une énergie, un dynamisme qui m'a fait venir à toi aussi aujourd'hui, donc sur Montréal. Oh ouais. Eh ouais. Je suis en train d'essayer de lui faire sortir là son punch. Alors Henriette, ce qui m'a fait aussi venir à toi, c'est que donc tu es une femme qui a beaucoup d'énergie, beaucoup de punch, qui réussit, qui est entrepreneuse, et pourtant les choses n'ont pas toujours été faciles dans ta vie, sur l'acceptation de ton corps, sur la bienveillance envers toi-même, et j'aimerais justement qu'on partage un petit peu ça ensemble. Donc comment toi tu en es venue, déjà quelle est ton histoire, et comment tu en es venue peut-être à t'accepter, à être plus bienveillante envers toi-même, quel challenge tu as traversé. Ouais. Donc est-ce que tu peux un petit peu raconter ton histoire et te présenter à nos conquérants de la vie en pleine forme? Les conquérants de la vie en pleine forme. Ça rigole pas ici. J'adore le nom. Alors oui, c'est vrai, c'est vraiment ça n'a pas commencé comme ça. Aujourd'hui, je suis vraiment très bien dans ce que je suis. J'accepte absolument tout ce qui fait partie de moi. Mais au départ, je dirais que c'était exactement le contraire. J'avais honte absolument de tout ce qui me représentait. Que ce soit physiquement, j'étais hyper complexée par rapport à mon corps. J'avais des problèmes, donc des troubles alimentaires. Au niveau... Quand tu dis avant, c'était quand? C'était ton adolescence? En fait, il y a eu l'adolescence. Ça a commencé principalement à l'adolescence. Hein. Donc moi, à l'origine, donc je suis congolaise. Donc j'ai déménagé d'abord à Bruxelles à l'âge de 10 ans. Et parce qu'il y avait eu la guerre au Congo, donc on n'est pas parti parce qu'on avait envie de voir autre chose, mais parce qu'on n'avait pas le choix. Donc tous les souvenirs et tout ce que tu veux, rester au Congo pendant qu'on recommençait un petit peu notre vie en Belgique. Et pour moi, ça a été très difficile d'arriver en Belgique parce que c'était un mode de vie différent. Puis étant africaine, j'ai une morphologie différente aussi. Et la morphologie qu'on retrouvait là était aussi très différente de la mienne. Donc il y avait les moqueries un petit peu parce que j'avais un gros derrière, parce que voilà, j'avais des gros seins. Je ne sais pas où ils sont passés parce que j'aimerais bien les retrouver. Mais bon... Donc c'était des choses qui me mettaient très mal, mais aussi surtout c'est que, et ça je pense aujourd'hui avec le recul, je sais que ça n'a rien à voir avec la Belgique, c'est juste que je me sentais différente. Okay. Oui, alors, tu as raison, culturellement il y a aussi des morphologies qu'on retrouve qui sont culturelles quelque part. Tout à fait. Et donc tu avais plus peut-être la possibilité de t'identifier et dans une période où tu te construisais aussi. Exactement. Donc j'étais là avec des gens qui, par la majorité des gens ne me ressemblaient pas, donc oui, j'étais très mal dans ma peau. Donc oui, le trouble alimentaire est arrivé presque naturellement, je ne saurais pas te dire. C'était le besoin d'être plus mince, de perdre mes formes en fait, tu vois, perdre tout ce qui était forme, qui caractérisait en fait. Est-ce que tu dirais que c'était un besoin de devenir conforme? Conforme? Non, d'être vue comme étant belle. Par rapport aux yeux des personnes que tu avais autour de toi. Exactement, oui. Ouais. C'était ça, d'être belle, d'être aussi plus libre. Parce que j'avais l'impression que j'étais pas libre avec toutes ces formes. Tu sais, il y avait un truc, je pense, qui était aussi évident chez moi, c'est que j'ai beaucoup d'énergie. Hein, et donc, cette énergie a quelque chose de quand même assez masculin. Même si je suis très féminine et tout ce que tu veux, il y a quelque chose de très masculin avec cette énergie. Et dans la culture dans laquelle j'ai aussi grandi, la place de la femme n'est pas aussi libre. Donc, avec ces formes, j'avais tendance aussi à beaucoup traîner avec des hommes, tu sais, avec des garçons, je veux dire, à l'époque surtout. Donc, le fait de vouloir perdre ces formes me donnait cette sensation d'être plus libre, de pouvoir traîner avec les mecs sans qu'ils soient constamment en train de me mater les fesses ou les seins, tu vois. Donc c'était vraiment le but d'être androgyne en fait un petit peu. Donc j'ai maintenu ça peut-être jusqu'à mes 20 ans où là d'un seul coup je me suis rendu compte que je pouvais pas continuer à vivre comme ça. Parce qu'au début, à 18 ans à peu près, quand j'ai déménagé seule, je me disais, c'est mon style de vie, tu vois. J'étais boulimique et anorexique. Je me disais, c'est mon style de vie. D'autres font des régimes toute leur vie. Moi, c'est ça. C'est normal. Et finalement, à 20 ans, je me suis rendu compte que non, parce que je passais des nuits à me rendre malade et à bouffer, à me rendre malade. Bref, des nuits blanches là-dessus, tu vois. Et je finissais morte, lessivée sur mon lit à 5-6 heures du matin, tu vois, à avoir joué sur ce rythme-là. Et à un moment, je me suis rendu compte que financièrement, c'était ridicule.
tonnes d'argent que je passais là-dedans. Et c'est ça, et donc je n'avais pas d'énergie, tu vois. Est-ce que ça arrive à un moment, tu me parles justement de la prise de conscience de cet aspect financier, est-ce que ça arrivait à un moment où tu devais aussi prendre ton autonomie et peut-être gérer tes frais seule? Non, mais j'ai déménagé, j'ai vécu seule, j'ai commencé à vivre seule à 18 ans. À 19 ans, j'avais mon appart, une voiture, j'étais très autonome déjà, tu vois. Donc, c'est ce qui est encore plus dangereux, c'est que quand tu es chez tes parents, tu peux pas vivre de cette façon. Je veux dire, tu peux pas te faire mal aussi souvent parce qu'il y a tellement de monde autour de toi. Et là, tu te retrouves seule, tu vois. Enfermée avec ça aussi. Voilà, exactement. C'est là que j'ai réalisé que je pouvais pas vivre comme ça. C'était impossible. Donc, j'ai eu une visite à un psychologue une seule fois. Et après avoir eu ce psychologue, j'ai un petit peu comme compris ce qui se passait, tu vois. Avant, je le vivais sans comprendre ce qui se passait. Là, elle m'a fait des liens, peut-être avec le rapport avec ma mère et des trucs comme ça. Et là, j'ai compris qu'il y avait en fait une explication à ça. C'était pas juste moi qui voulais être mince, parce que c'est ce qu'on nous fait croire. Enfin, quand tu écoutes les gens de manière plus populaire parler de troubles alimentaires et autres, on a l'impression que c'est juste des filles qui veulent être minces. Ça n'a rien à voir avec ça. C'était pas le désir d'être mince, tu vois. Et là, je sais pas, un peu comme un déclic, j'ai juste décidé que ça irait mieux. Et du jour au lendemain, j'ai arrêté de me rendre malade. Donc la boulimie a arrêté. Ça ne veut pas dire que j'ai cessé d'avoir des troubles alimentaires. Mais j'ai arrêté de me rendre malade. Et c'est un peu à cette époque-là aussi que j'ai déménagé, que j'ai décidé de quitter la Belgique et que je suis arrivée à Montréal. D'accord, donc tu as quitté cet environnement auquel tu étais attachée, où ces troubles peut-être étaient identifiés, et tu t'es reconstruit aussi ailleurs, c'est ça? Exactement. Et est-ce que ça a été vraiment un tournant majeur dans ta vie? Oh, énorme. Quand je suis arrivée à Montréal, j'avais l'impression, je sais pas, il y avait une sensation de connu. Quand je suis arrivée ici, c'est ça qui était le plus marrant. Mais s'il y avait un silence. Quand j'étais en Belgique, j'avais l'impression, parce que j'étais en fait finalement dans une forme de dépression constante, avec quelques lumière, un petit peu de temps, exactement, où je m'amusais et tout ce que tu veux, mais de manière générale, c'était tellement sombre autour de moi, je voyais rien devant, tu vois. Et il y avait toujours une tristesse qui était là, constante, elle faisait juste partie de ma vie, tu vois. Et là, quand je suis arrivée à Montréal, la tristesse était partie, c'était lumineux. À Montréal, on voit le ciel partout, c'est large, tu vois, on voit loin. Et tu avais besoin d'espace, en fait, de respirer. Voilà. Et là, d'un seul coup, j'avais tout ça. Et je disais toujours, après ça, je rencontrais des gens sur mon chemin. Et les phases dépressives et tout ce que tu veux, ça, c'est quelque chose d'assez commun. Tout le monde le vit. Et moi, c'était juste fini. J'avais plus jamais ça. Et ça faisait tellement du bien. Je disais toujours, c'est marrant, je peux être triste. Je peux m'ennuyer. Je peux ressentir un tas de choses. Mais dépressive, une dépression saisonnière où jamais, c'était fini, tu vois. Donc, je dirais que ça a commencé là, vraiment, le bien-être. C'est à partir du moment où je me suis retirée d'un environnement qui ne convenait pas. Et surtout que j'ai agi. J'ai pris cette décision et j'ai été jusqu'au bout, tu vois. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'à ce moment-là, oui, je n'avais plus de dépression, je pouvais être triste et tout ce que tu veux, mais j'avais quand même encore mon histoire triste, de la fille, parce que j'ai oublié de commencer par le tout début, c'est-à-dire que j'ai été adoptée, donc à l'âge de 3 ans, donc j'avais ce sentiment justement d'abandon avec ma mère. Ensuite, il y avait avec ma mère adoptive, et pour moi, elle m'avait jamais aimée, elle m'avait juste adoptée pour que je la serve. Enfin bref, j'avais toute une histoire comme ça que je portais avec moi, et de temps en temps, voilà, c'est-à-dire que je ne me permettais pas de vivre les choses comme je le voulais ou d'aller vers les choses que je voulais parce que d'une certaine manière, il y avait ce besoin de cacher quelque chose, Finalement, j'avais une liberté quand je suis arrivée à Montréal, mais c'était la liberté de ne plus être Henriette Ndaka. Donc j'essayais d'être une autre personne. Pendant que j'étais ici, d'ailleurs même mon nom de famille, je ne l'utilisais plus. Il faisait partie de mes documents et tout ce que tu veux, mais quand on me demandait comment tu t'appelles, je disais Henriette. Point. Je n'étais plus Ndaka. C'était ça que j'essayais de faire. Donc si tu veux, de cacher ce passé et puis d'essayer d'inventer une nouvelle Henriette ici, tu vois. Et et donc à ce moment-là, j'ai plus je me rends pas malade, rien du tout. Il n'y a pas encore cet amour de moi-même. Ok, il n'y a plus la dépression, mais il n'y a pas cet amour de moi-même. Je suis toujours dans un refus de ce que je suis et j'essaie de créer une nouvelle Henriette. Et ça continue comme ça. Au niveau alimentaire, j'ai des troubles dans le sens où j'ai un faux rapport à la nourriture. La nourriture, c'est quelque chose qu'il faut faire. Voilà, c'est tout. Il faut manger pour être en vie. Oui. Le minimum du minimum. Voilà, exactement. Donc j'ai un faux rapport à la nourriture. Je sais plus c'est quoi avoir du plaisir. J'utilise la nourriture pour aller au restaurant, pour voir des amis. Il y a toujours une raison au fait de manger, mais jamais c'est juste pour le plaisir de manger, tu vois. Et donc l'idée derrière aussi qu'on peut facilement s'en passer. Exact. Quand c'est pas nécessaire, tant que je suis pas en train de mourir de faim, pourquoi manger? Donc bref, c'est comme ça que je vis pendant ce temps-là. Et puis il se passe un événement qui change absolument tout, c'est le décès de ma mère.
Ça arrive en 2011, en fait, en 2011. Et ça change complètement tout. Là, j'ai vécu un éveil spirituel. C'est-à-dire que l'histoire que je me racontais, la fille malheureuse adoptée, trouble alimentaire, tout ça s'est effondré d'un seul coup. Donc, je suis passée... C'est vrai que je faisais plus de dépression ou quoi que ce soit avant. Mais par contre, j'étais pas en contact avec la vie. J'étais enfermée dans ma petite histoire. Et j'essayais de changer cette histoire. Là, ce qui s'est passé avec un éveil spirituel, c'est que d'un seul coup, je me suis réapproprié absolument tout ce que j'étais. Et il n'y avait plus rien de triste ou de malheureux ou de quoi que ce soit par rapport à mon histoire. C'était mon histoire. J'existais grâce à cette histoire. Tu sais, souvent, j'ai des gens, justement, sur Rebelle Créative qui cherchent leur place, qui cherchent leur mission. Eh bien, c'est simple. C'est tout ça, tu l'as dès que tu es né. Et puis, ça a toujours été là. Et l'amour a toujours été là. Et il n'y a jamais eu rien contre toi. Enfin, bref, c'était ça, le grand éveil. C'est de se rendre compte que tout ce que j'avais toujours voulu, tout ce que j'essayais de créer, eh bien, c'était des choses que j'étais déjà. Ouais, j'imagine. J'imagine l'énergie qui ressort de tout ça aussi. Voilà. Quand tu te rends compte aussi que tout est parfait dans le sens tout n'est pas normal ce qui m'est arrivé. On n'est pas en train de dire qu'on doit tout trouver normal et que je pense qu'il y a des personnes qui traversent aussi des situations difficiles. On n'est pas en train de dire qu'il faut tout accepter dans le sens... il y a des lois aussi, il y a la justice. Mais de savoir que tout est parfait dans le sens où ça peut t'amener à te construire aussi ces épreuves de ta vie. Mais c'est que peu importe l'épreuve, qu'elle ait été douloureuse, négative, positive... Si cette épreuve n'existe pas, si cette histoire n'existe pas, tu n'existes pas. Ça fait partie de toi. Oui. Et si tu rejettes ne serait-ce qu'un morceau de cette histoire, tu rejettes la totalité. Parce que la vie est indivisible, elle est une. Et c'est quand tu te rends compte de ça que tu dis c'est impossible qu'il ce soit autre chose que parfait. Et c'est vrai qu'il y a des choses que tu dis c'est douloureux, j'aurais pas dû vivre ça, mais si tu n'avais pas vécu ça, tu serais pas devenue la chose que tu es devenue juste après, ou bien... Peu importe comment on veut le mettre, c'est juste que c'est un tout. Tu te rends compte, effectivement, il y a une question qui revient régulièrement, c'est pourquoi moi? Ça, c'est la deuxième, je pense. Tu vois, pourquoi, effectivement, j'aurais peut-être pas dû vivre ça ou ça, mais tu réalises que tu t'es construite aussi à partir de ça, c'est une étape, mais à la question pourquoi moi? Pourquoi pas toi? J'aime bien cette question, tu sais. C'est un gars que j'écoutais qui disait toujours ça, il s'appelle Les Brown. Il disait toujours, à la question pourquoi moi, il répondait mais pourquoi pas toi? T'as quelqu'un d'autre à proposer. Tu sais, la vie, c'est ça, c'est que c'est pas toujours... Tu sais, il y a une fausse représentation de l'amour. L'amour, c'est doux. L'amour, ça fait... Quand on aime, on ne fait pas mal. Mais c'est pas vrai, tu vois. L'amour est... Et dans certains cas, c'est douloureux. Et des fois, c'est... Tu vois, il faut que les opposés existent. C'est ça la vie, c'est ça le mouvement, tu vois. Quand on regarde une onde, comment est-ce qu'elle se déplace, elle va du positif au négatif en revenant. C'est nécessaire les opposés, tu vois. Et sans ces opposés, il n'y a pas de vie. Oui. Voilà, tout simplement. Donc, pourquoi toi? Parce que c'est la vie. C'est aussi simple que ça. La vie n'est pas positive ni négative, elle l'est. Et ces expériences sont la vie, tu vois. Et quand tu rejettes une seule fraction de ça, tu rejettes la vie entière. Et c'est comme ça que tu te retrouves déconnecté de la vie et que tu es dans une illusion où tu te mets instinctivement à construire constamment une illusion. Parce que si tu enlèves un truc en disant ça, c'est pas juste, tu viens de créer quelque chose qui est pas vrai. Bien forcément, il faut remplacer ça par quelque chose. Et encore, c'est un peu comme les mensonges. Tu commences par un mensonge, tu dois en faire un autre pour couvrir le précédent, et un autre, et voilà, ta vie est un mensonge complet, tu vois. Eh bien, c'est ça l'illusion. C'est que tu crées une illusion tout entière comme ça. Ouais, et puis comme tu dis, tu me partageais aussi que accepter que la souffrance fait partie de la vie aussi. Mais oui, et quand tu l'acceptes, elle se transforme, ce n'est plus de la souffrance. Tu vois, moi je suis entrepreneur, ok? Toi aussi. C'est douloureux des fois, tu vois. Des fois, là, je suis là, c'est le désespoir. Quand j'ai le désespoir, là, c'est un grand trou ici dans votre truc. Comment je vais faire? Mais il y a toujours une conscience qui est là et qui se dit, qu'est-ce que c'est bon, je suis vivante. Tu vois, ce sont ces expériences quand j'aurai 80 ans et que j'ai repensé à ça. Oh mon Dieu. Et peut-être que tu transmettras. Peut-être que tu transmettras d'ailleurs ces épreuves où on te dira mais tu sais j'étais dans telle situation et j'y croyais tellement plus bien sûr, et c'est même pas peut-être, c'est sûr, c'est certain. Parce que jamais ça n'existe pas ces situations où j'ai vécu ce désespoir, j'ai l'impression qu'il y avait un trou dans ma poitrine et après eh bien il y a vraiment eu un trou dans le sol et puis j'ai disparu dans le trou. Mais non, ça arrive jamais. Tu sais, il y a une suite après ça, il y a quelque chose et puis tu sais la vie ne t'abandonne jamais, il y a jamais de trou devant. Le prochain pas c'est la vie et le suivant ce sera encore la vie, tu vois. Donc en réalité la peur
peur, on se la construit dans notre tête. Mais tu vois, il y a des fois, même si tu le sais, ça fait partie de notre condition humaine, tu vois. De douter. De douter. Et le truc, c'est de ne pas croire le doute, de ne pas t'identifier à ça. Mais le doute, ça sert à rien de le combattre. La peur, ça sert à rien de la combattre. Les émotions positives, négatives, elles sont là. Il faut juste les vivre. Et quand tu acceptes ça, c'est aussi agréable. C'est aussi drôle. Parce que, je veux dire, une situation qui te fait sentir triste, admettons, ok ? Ce qui est amusant, c'est que sans cette situation, tu n'aurais pas pu ressentir cette tristesse. C'est cool de ressentir la tristesse, tu vois. Ça fait du bien dans le sens où tu sens cette émotion, ce qui se passe en toi. Sans la tristesse, tu pourrais pas aller dans ces lieux-là et ressentir ces aspects-là, tu vois. Donc moi, je trouve toujours que, peu importe, des fois, tu sais, parce que moi, j'adore ça. Moi, je suis une drame, j'adore les drames, tu sais. Alors, je le joue, tu sais, je me jette sur les genoux. Pourquoi? J'y vais à fond, t'es tant qu'à le faire, tu sais. Ouais. J'y vais. Tu l'exprimes à fond. Et je rends, pourquoi moi? Tu sais, je le fais à fond. Et après, quand j'ai fini, je rigole, tu sais, avec mon mouchoir, je me dis, tu sais, parce qu'après tout, c'est pas plus vrai. Voilà. Alors, tant qu'à le vivre et l'autoriser, donc tu dis, ok, c'est ce que je ressens, je plonge dedans, vas-y à fond, que ça soit amusant. Ouais, ta clé, c'est ça, c'est chaque émotion a sa raison d'être et chaque émotion doit être vécue comme telle. Exact. Et si tu prives un enfant des expériences de la vie qui vont faire de lui un homme, et d'une personne forte, une personne capable de regarder la vie en face et de ne pas s'accroupir et d'avoir peur de la vie en disant mais pourquoi ça arrive et pourquoi maman vient me sauver. Ouais, et tu dis souvent à un enfant il faut pas que t'aies peur. C'est quelque chose qui me choque, tu vois, quand un enfant, surtout en bas âge, il y a un moment où il expérimente les peurs. Faut pas avoir peur, on fait appel au côté rationnel, mais tu as le droit d'avoir peur. Et si tu me parlais de cette peur, tu vois, donc c'est un très beau message, je trouve, que tu diffuses, c'est que à la fois on a envie de vivre et à la fois on se protège aussi et on bloque la vie en nous. Exactement. Tu vois, c'est pour ça que moi, dans ce que je fais, par exemple, j'ai un programme qui s'appelle Vivre à fond. Mais c'est ça. C'est qu'il y a comme une espèce de croyance dans le développement personnel qui est qu'on est censé toujours travailler sur soi pour devenir une meilleure personne, devenir plus aimant, plus compatissant. Tu veux dire une course à la perfection un peu, hein, constamment. Une course à la perfection. Même quand on dit, il faut tuer l'ego, faut ci, faut ça. Ouais. Et moi, dans ce que je dis, c'est non, il faut juste accepter la vie, il faut accepter que tu es parfait maintenant. Il n'y a rien à aller chercher, il n'y a rien à rejeter. Il n'y a rien à rejeter. Et le truc, c'est que tu deviens la meilleure version de toi-même le jour où tu t'acceptes entièrement. Parce que là, tu sublimes. En ce moment, tu n'as qu'une idée de ce que tu es. Une idée. Tu n'as toujours pas rencontré ce que tu étais. Parce que tu y résistes. Tu penses qu'il y a mieux que ça. Et le mieux que tu cherches, eh bien, tu l'es déjà. C'est seulement parce que tu penses que c'est pas ça, donc tu doutes, donc tu crées un écran entre ce que tu es réellement et l'idée que tu crois que tu devrais être. Voilà, tu fais jamais l'expérience de toi. Jamais. Tu rentres jamais en contact réellement avec tes décisions et pourquoi est-ce que tu les choisis comme ça. Parce que par exemple, si tu as, disons, un trait de caractère que tu estimes être un défaut, tu vois. Par exemple, je suis égoïste. Tu vas lutter toute ta vie contre ce trait en disant faut que j'ai le cœur plus ouvert, que j'aille vers les gens, que je sois ci, que je sois ça, alors que si... Tu as aussi la croyance que tu n'es pas assez. Oui, que tu n'es pas assez bien, mais c'est constamment, ça c'est le truc derrière. Mais si tu acceptais, ok, je suis égoïste. Ok, mais qu'est-ce qu'une personne égoïste peut faire pour aider les autres ? Eh bien, je peux lui apprendre comment s'aimer, se mettre en premier, tu sais, se mettre en premier dans sa vie, parce que moi, je suis une spécialiste de ça. Je peux lui apprendre, tu sais, tout ce que toi, tu maîtrises, parce que c'est ton expertise. C'est pour ça qu'on dit que tu es égoïste. C'est ton expertise. Tu sais comment te faire passer en premier, ce que plein de gens ne savent pas faire, tu vois. Donc, c'est comme ça que je dis, dès l'instant où tu t'acceptes, tu sublimes ce que tu appelais même un défaut. Comment tu peux le mettre aussi à profit du monde pour aider le monde et les autres autour. Exactement, tu te mets au service des autres. Donc du coup, à travers ton histoire aujourd'hui, comment tu transformes peut-être les challenges ou les épreuves ou les difficultés ? Parce que ce qui est intéressant, c'est que, voilà, encore une fois, quand on ne voit que l'aspect extérieur, on pourrait dire cette femme, elle a jamais de problème, elle a une vie qui est fluide, et c'est aussi pour ça que je suis là, c'est pour montrer que ces femmes qui réussissent et qu'on admire et qu'on la pêche, leur vie n'a pas toujours été simple non plus. Donc comment tu transformes, toi, concrètement, ce que la vie te met sur ta route ? Aujourd'hui, je te dirais que l'attitude la plus sur laquelle je suis constamment en travail, si on veut, c'est toujours d'accepter. C'est simplement ça. Maintenant, quand j'ai des défis ou quoi que ce soit, la raison pour laquelle c'est un défi ou que c'est un problème, c'est que j'y résiste. C'est que selon moi, ça ne devrait pas se passer comme ça. Voilà, ça ne devrait pas se passer comme ça aurait dû se passer comme ça. Et j'insiste, la vie doit aller là. Et
Et là, la réalité, elle est devant moi et je la veux pas, tu vois. Donc aujourd'hui, comment est-ce que je fais pour dépasser les défis et tout? C'est vraiment de trouver un des outils. Parce que quand tu sais, être conscient d'un mécanisme que tu fais toi-même est presque impossible parce que c'est dans ton esprit. Donc, il faut trouver des outils. J'adore les livres. Il y a un livre, par exemple, que j'ai lu il y a peut-être quelques mois, écrit par Gay Hendricks, qui est sur les limites, comment il appelle ça déjà Ça me dit quelque chose en plus. En français, il l'a traduit le grand bond. En tout cas, bref, c'est par Gay Hendricks. Ça parle justement des limites qu'il appelle les upper limits. Donc, quand tout va bien dans ta vie ou quoi que ce soit, tu crées la douleur ou quoi que ce soit pour justement, parce qu'on n'est pas habitué au bien-être. Donc, bref, je vais lire un livre comme ça. Je vais le prendre au hasard. Hein. Dès l'instant où je sens que, ok, mon guide à moi, c'est le mal-être. Tu n'es jamais censé ressentir du mal-être. Tu peux avoir de la peine, tu peux être triste, tu peux être fâché, tu peux être en colère, mais le mal-être n'est pas un état naturel. Ok, le mal-être, c'est vraiment la résistance, c'est ce truc dans la poitrine. Quand t'es triste, il n'y a pas de résistance, t'es triste, tu vois. Quand t'es fâché, il n'y a aucune résistance, t'es fâché. Mais quand il y a un malaise, il y a une résistance, tu le sens dans la poitrine, il y a quelque chose que tu veux pas. Alors quand je sens qu'il y a une résistance et je sais pas d'où ça vient, je vais prendre un livre dans ma bibliothèque et je vais ouvrir une page au hasard. Et j'ai toujours la réponse. C'est vrai? Toujours. Je vais m'y mettre, ça. Toujours. Il y a toujours une phrase qui dit exactement ce qui se passe dans mon esprit à ce moment-là et comment est-ce que je peux le défaire. Voilà. Ça, c'est un signal. Donc pour toi, le mal-être, c'est pas quelque chose qui est un état normal. Donc c'est un signal pour toi qu'il y a quelque chose à améliorer ou à creuser ou à comprendre. Non, juste mettre lumière dessus. Parce qu'on le voit pas, c'est pour ça. C'est ça le truc, c'est qu'on le voit pas. C'est comme une zone qui passe comme ça sous radar dans notre esprit. On ne sait pas et on tourne, et on résiste, et on se rend pas compte. Alors, le meilleur indicateur, c'est toujours le corps. Et c'est dès l'instant où je sens, ok, il y a un malaise. Je sens un mal-être à l'intérieur. Donc, parce que l'état naturel du corps, c'est la paix. C'est ça. Donc, c'est pour ça que c'est super important, avant de se lancer dans n'importe quoi et de vouloir changer sa vie, d'être heureux ou quoi que ce soit, de juste localiser c'est quoi sa zone de paix. Parce que c'est un peu comme mettre, si tu veux, ton GPS sur la bonne direction ou bien sur ta boussole de marquer le nord, tu vois. Tu dois savoir ce qu'on ressent quand on est en paix. Une fois que tu le sais, dès l'instant où tu n'es plus en paix, c'est que tu sais qu'il y a un déséquilibre dans ton énergie, dans quelque chose, il y a un déséquilibre. Il faut revenir à la paix, il faut revenir au rien, au vide, j'aurais pas de corps, ce serait la même chose. Vraiment, t'es bien. Et ça, peu importe l'émotion. Hein. Tu peux aussi avoir, comme j'ai dit, tu peux être fâché et être en paix. La paix n'est jamais à l'opposé de quoi que ce soit. Oui, ça peut être la tempête à l'extérieur. Toi, tu peux vivre ça sereinement de l'intérieur. Exactement. Tu peux même voir et vouloir, comment dire, te laisser un peu happer par la peur et toutes ces choses. Mais quand tu t'assois et que tu es seul, tu dis OK. Et que tu es là, tu lis un livre, tu n'es pas en résistance, en train de lutter. Tu vois. Est-ce que tu dirais que du coup, tu t'identifies plus à tes blessures, à tes peurs, à ce tumulte? C'est ça. Plus du tout. Tu sais, c'est ça qui s'est passé. C'était comme je te disais, en arrivant au Canada, donc à Montréal, il n'y avait plus de dépression, mais il n'y avait toujours pas l'amour de moi-même. Après le décès de ma mère, il y a eu cet éveil spirituel. Et là, tout a disparu. Tu sais, j'étais fumeuse, j'ai arrêté de fumer. Les troubles alimentaires ont disparu, mais totalement. Je me suis mise à regoûter, juste goûter les aliments. Je ne savais même plus ce que c'était. Je mangeais par nécessité. Oui. Et là, je goûtais les aliments. Je me suis mise à cuisiner comme jamais. Et j'étais là. Et c'était vraiment renaître, en fait, tout simplement, tu vois. Donc, parce que tout ce qui m'empêchait de faire l'expérience de moi-même avait juste disparu, tu vois. Donc là, j'appréciais d'être Henriette, j'appréciais de savoir ce que je sais, j'appréciais mes erreurs, j'appréciais toutes les choses qui me faisaient honte, le genre d'études que j'ai eues, les genres de relations que j'ai vécues, le genre de métier que j'ai fait. Tout ça était juste trop génial. J'en revenais pas que c'était ça, mon histoire. C'est comme si on m'avait fait le plus beau cadeau au monde, tu vois. D'un seul coup, c'est moi qui ai vécu tout ça. C'est moi. Tu sais, c'était comme et j'ai rien fait pour le mériter. J'ai juste, tiens, c'est à toi. Je trouve ça fabuleux. J'en ai les larmes aux yeux, ce que tu partages. Non, c'est puissant. Hier, j'étais en interview avec Geneviève Young qui disait « Porte-le, ce que tu es ». C'est vraiment ce qui s'est passé pour toi. Ouais. Et donc, tu me parles donc, de cet aspect d'amour de toi. Je pense que c'est en lien aussi avec les valeurs. Tu t'es rendu compte que tu portais des valeurs. Ouais. Ça, c'était hyper important. Ça, je te dirais que c'est plus dans l'aspect plus mécanique, on va dire, de la reconstruction. C'est que parce que tu sais, l'acceptation, c'est un état, c'est juste un état. C'est à un moment donné, la résistance cesse et tu vois. Et c'est total et entier d'un seul coup. Par la suite, tu as des habitudes. Tu utilises ton corps depuis
X années d'une certaine façon. Tu utilises ton cerveau depuis X années d'une certaine façon. Donc, il y a un mécanisme qui est là en place. Et la seule façon, finalement, maintenant, de changer tout ça, tu vois, de l'utiliser d'une façon qui t'aide à avancer, en fait, et qui soit, complètement aligné avec ce que tu es, et non en contradiction, et en lutte, et constamment avec ce que tu es, bien, c'est en fait de maintenant défaire et redécouvrir, en fait, ce que tu es réellement. Et les valeurs, ça a été une des premières choses. Quand c'était vraiment, en fait, moi, c'est venu dans un comment dire, ça s'est présenté parce que j'avais un tas d'amis autour de moi et j'étais le genre de personne super conciliante. Tu sais, il y avait toujours tout le monde, sa façon de voir les choses. Tu sais, après tout, il le fait pas pour m'embêter, il est juste comme ça. Et j'avais j'étais conciliante sur un tas de trucs. Et puis ce qui se passe, c'est vraiment l'affirmation mais ma vision des choses a autant de valeur que celle de n'importe qui. J'ai pas besoin de lui faire de la place ou de m'écraser sur un sujet ou quoi que ce soit parce que je sais que je suis une bonne personne. Tu vois, c'est vraiment de reconnaître que tu es une bonne personne. Pas meilleure qu'une autre. Ce que tu es bon aussi. Donc, à partir de là, je sais pas, c'est comme si tu t'enracines en fait, tout simplement, dans ce que tu es. Et les valeurs, c'est ça. Les valeurs, c'est vraiment, tu viens t'enraciner dans ce que tu es et tu affirmes ce que tu es. Et là, quand une chose ne convient pas, il ne s'agit pas de faire de compromis. Il n'y a pas de compromis dans les valeurs. C'est ça ou c'est pas ça. Et si c'est pas ça, c'est que tu n'es pas avec les bonnes personnes ou que tu fais pas le bon travail. Enfin bref, il n'y a pas de zone grise. Tu vois, parce que souvent, on traîne notre vie dans des zones grises. Tu sais, ce genre, c'est pas vraiment ça, mais c'est pas si mal, ça ressemble. Ou bien, c'est pas vraiment le genre de personne, bien, je suis pas d'accord vraiment avec ce qu'il dit ou quoi que ce soit, les valeurs, mais on s'entend bien pour ça, on arrive à sortir ensemble. La peur du rejet et de pas être aimé. Hein. Voilà, la peur du rejet, de pas être aimé, la peur de se retrouver seul. Ce sont toutes des choses qui font qu'on accepte des choses qui ne sont absolument pas acceptables en réalité. Et qu'on le sait au final. On le sait. Et le truc, tu vois, je crois qu'un des trucs qui m'a vraiment filé un coup, c'est qu'à un moment donné, je me souviens, c'était avec un ami, j'ai vécu une situation avec cette personne qui m'a fait l'effet d'une gifle, mais sérieuse, tu vois. Et c'était une personne avec laquelle j'avais fait énormément de compromis, j'avais été conciliante sur un tas de trucs. Et là, c'était justement en plein le décès de ma mère. Donc en plein le deuil en fait, juste après l'enterrement, il me fait un truc et je me sens complètement abandonnée. C'est pas très grave ce qu'il a fait ou quoi que ce soit, mais ce que ça a fait, c'est que j'avais la sensation, ok, après tous les compromis que j'ai faits et toutes les concessions que j'ai fait, eh bien ça n'a rien changé à ce qu'il était. C'est-à-dire qu'il a quand même agi comme il est. Et j'ai quand même pris dans la figure. Et ça te fait comprendre juste... Je me souviens quand j'ai vécu cette situation, c'est comme si toutes les scènes de ma vie depuis, je sais pas, 6 ans, 7 ans, enfin l'âge où tu commences à faire des compromis sur ta gueule, ils se sont juste accumulés, vraiment comme dans ces films, ces flashs là. Paf. Et là, jusqu'au jour où tu te dis c'est plus possible de continuer comme ça. Exactement. Tu sais, faut arrêter d'avoir peur d'être seule parce que tu es venu dans ce monde, tu étais seule, tu es sortie du ventre de ta mère, tu étais seule, tu mourras seule. Faut arrêter d'avoir peur d'être seule parce que tant que tu as peur d'être seule, eh bien tu seras jamais en contact avec toi-même. Tu vas toujours faire des compromis et prendre en considération les autres. Mais tu sais, c'est très vicieux ce truc de prendre en considération. On a l'impression que c'est bien de prendre en considération la vie des autres ou bien les autres, mais c'est pas vrai. Prendre en considération, c'est prendre l'opinion des gens et tout ce qui sont à l'intérieur de toi, les faire passer pratiquement avant toi, tu vois. Comme si c'était plus important et que ça avait plus de valeur que toi, ce que tu penses. Exactement. Comme si. Alors qu'en réalité, tout ce que tu peux faire avec les autres, c'est pas de prendre en considération ce qu'ils sont, ce qu'ils vivent ou quoi que ce soit, mais juste de les aimer. C'est très différent. Tout à fait. Tu vois. Donc à partir de là, je dirais c'est vraiment ça, c'est de aimer les gens, aimer la vie, s'aimer soi. Et puis c'est tout. Tu n'as aucune responsabilité par rapport aux autres. Tu n'as pas de responsabilité par rapport à leur bien-être. J'ai le droit de pleurer ou... Je suis en train d'avoir les... Non, c'est merveilleux ce que tu dis. Je veux même te laisser finir. Je t'ai coupé, pardon, mais je voyais que ça montait. Et... Waouh, quelle femme. Qu'est-ce que tu portes et merci d'être qui tu es. Merci, merci. Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a un message particulier que tu voudrais faire passer? Donc, tu sais que sur la télé bienveillante, tu t'adresses aussi à des femmes qui ont peut-être fait plusieurs opérations, qui ont senti qu'elles se sentent pas jolies même avec ça, qui se forcent à se dire je suis belle dans la glace, mais au fond qui ne le pensent pas, tu vois, quand il est question vraiment de s'affirmer, qui ont fait plusieurs régimes et qui se disent soit j'ai repris le poids que j'avais à perdre, ou alors qui sont minces et qui n'arrivent pas toujours à se trouver jolies. Qu'est-ce que tu dirais à ces femmes-là aujourd'hui avec l'histoire, l'expérience et le vécu que tu as? C'est difficile comme situation et je le comprends. C'est une question d'attention.
c'est que tant que tu vis toutes ces choses, chirurgie, le manque d'amour de soi, le fait que tu te regardes dans le miroir et puis tout de suite tu juges comment est tes cuisses, c'est ci, c'est ça, c'est l'attention en fait. C'est que tu portes trop d'attention à toi-même, tu vois. Donc moi ce que je te dirais, c'est que ça part pas comme ça. Tant que tu continues, je veux dire, ton regard ne va pas se changer miraculeusement par rapport à toi-même. Donc la seule façon finalement de arriver à la paix, c'est de te concentrer sur la paix. C'est la recherche de la paix. Et la recherche de la paix n'a rien à voir avec ton corps ou même avec ce qui se passe autour. Ça a à voir uniquement avec un état intérieur. Donc, qu'est-ce qui peut te donner la paix? C'est ça que tu dois regarder. C'est ça, sur ça. Tu vois, ça ne veut pas dire que ça va régler tes problèmes, mais c'est que tu portes ton attention sur une autre chose. Et une chose qui est tellement vaste et éternelle qu'il n'y a pas de... Je veux dire, il n'y a rien qui peut venir renverser ou troubler cet objectif, tu vois. Donc la recherche de la paix, je dirais que c'est toujours, c'est le plus grand objectif que tu peux avoir dans la vie et c'est le meilleur, tu vois, parce qu'il peut jamais être négatif, il peut jamais te faire de mal, il peut jamais se retourner contre toi, il n'y a jamais trop de paix. Et ta propre paix, tu l'as trouvée comment? Ma propre paix, je l'ai trouvée je dirais en revenant à moi-même. C'est vraiment en revenant à moi-même et en éliminant le désir de satisfaire ou de plaire à qui que ce soit. Tu sais, aujourd'hui, je vis pour moi. Tu sais, je dirais la vision la plus égoïste du monde, bah je l'ai. Voilà. Si on doit dire que si on doit qualifier quelqu'un d'égoïste dans ce monde, je le prends direct, tu vois. Je vis pour moi. Je regarde quels sont mes rêves et quand je parle de donner, je donne parce que j'ai envie de donner. Pas parce que j'attends que quelqu'un me dise bravo, c'est bon, ou bien parce que ce serait tellement bien que je donne. Et tout ce que je dis, je le dis jamais dans le but d'être aimé ou de satisfaire qui que ce soit. Cette paix, c'est ça. C'est le fait de savoir que peu importe ce que les autres pensent ou ce qu'ils disent, ce qui compte, c'est que tu te sens en paix. Donc, comme je t'ai dit, il y a deux aspects. Quand je dis chercher la paix, le premier réflexe va être d'aller vers l'extérieur parce que c'est la seule chose que tu connais. Il faut que tu changes ton attention de ton corps à quelque chose d'autre. Donc, le yoga est excellent. C'est un exercice qui a été créé il y a des millénaires pratiquement, il est vieux comme le monde pratiquement, et c'est une technologie en soi. Ça a été fait par des gens qui ont étudié ça. Le yoga, moi, ça m'a aidé, c'est comme ça que j'avais commencé. Et d'un seul coup, ce corps qui t'emmerde, tu dois bosser avec lui pour arriver à trouver des équilibres, parce que sinon tu tombes. C'est pas compliqué. Des postures très bêtes, tu n'arrives même pas à tenir sur tes pieds, tu vois. Et là, d'un seul coup, tu te concentres sur ta respiration, des choses que tu avais sans doute jamais fait avant. Et il y a des gens qui me disent, ouais, j'arrive pas à méditer pour avoir la... Ok, ben fais du yoga. Parce que le yoga, tu es en train de faire un exercice, tu es en train de faire quelque chose. Méditer, c'est tu t'assois et tu fais rien. Et quand tu n'es pas habitué, c'est très difficile. Oui, tout à fait. Fais du yoga ou fais n'importe le tai chi. J'en sais rien. Fais un exercice qui a été créé spécifiquement pour t'aider à trouver la paix. Donc ça, c'est vers l'extérieur. Mais à un moment donné... Ça se fait tout seul, hein. Quand tu reconnectes à ton intérieur, ta vie commence à se transformer automatiquement. Tu découvres c'est quoi être à l'intérieur. Quand tu l'avais jamais fait, il se passe quelque chose. Tu n'es même pas conscient que c'est ça qui est en train de se passer. Tu l'ignores. Tout ce que tu sais, c'est que d'un seul coup, tu n'acceptes plus quand on te parle comme ça. Parce que tu as fait l'expérience de la paix. Mais tu sais toujours pas c'est quoi qui s'est passé, tu vois. Mais tu n'acceptes juste plus quand on te parle comme ça. Il faut absolument que tu lui dises quelque chose à cette personne. Ou tu n'acceptes plus ce travail. Il n'y a rien à faire avant, tu arrivais à dealer, mais quand on fait ça, tu n'arrives plus, tu vois. Et c'est comme ça que tranquillement, ce chemin vers l'intérieur se fait, mais de façon consciente. Et apaisé. Apaisé, oui. Sans tumulte. Bah écoute Henriette, merci pour ce beau partage que tu nous as fait aujourd'hui. Donc on peut te retrouver sur ton blog. Exact. Sur ta chaîne YouTube également. Ouais. Et ouais, c'est une très belle rencontre. Je vous invite à partager cette vidéo. Comme dit Henriette, fais circuler l'amour autour de toi. J'adore faire ça. Et oui, donc partagez cette vidéo si vous pensez qu'elle peut accompagner d'autres femmes. C'était Carole Rinaldi et Henriette Ndaka, donc sur la télé bienveillante. Moi, je vous retrouve dès demain maintenant pour d'autres interviews. Et ce sera au Québec, mes chers conquérants de la vie en pleine forme. On vous embrasse toutes les deux depuis Montréal. Bye bye. Bye. Ciao.